Bienvenue dans le débat du jour avec mes différents débatteurs. On parle aujourd'hui des devoirs de maison, importance et inconvénients. Eh bien, à quoi servent les devoirs de maison? Est-ce que vous partagez l'avis de cet enfant qui, dans la vidéo, a fait, on va dire, le buzz sur les réseaux sociaux, qui pense que les devoirs de maison, c'est un peu comme l'école à la maison, écrit donc son ras-le-bol. Est-ce que vous êtes d'avis? On mène le débat sur ce plateau avec vous, coach Justine Oviera. Bonjour. Bonjour Rachida Biamama, bonjour le plateau et mes téléspectateurs, bonjour. Merci de retrouver toute l'équipe, Jean Fandé, Patrick Diosso, Marcel Betoro. Alors, j'avoue que M. Fandé m'a beaucoup manqué. Il vous a beaucoup manqué, n'est-ce pas? Je suis heureux de l'apprendre. Alors donc, les devoirs de maison, pour ou contre, on en parle dans un moment, mais avant, je vous invite à suivre cette vidéo d'un enfant américain qui estime, n'est-ce pas, que pour lui, les devoirs de maison, c'est de la foutaise. Regardez. Homework is basically school at home. You doing homework at home when you really supposed to do stuff at school. Ain't school the place to learn? Home is to come from school, chill, get on your tab to get on game what you want to do. But the teachers want to take like 30 minutes of your time, an hour of your time, just to give you homework. They do this to bother you. I don't know why they do that, but that's teachers. All our kids, put your hands up. Hopefully everybody see this video. No more homework. No more homework. Now we out. Voilà. Plus de devoirs à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune, de cet enfant, Jean Fandé? Ce qu'il dit est pertinent ou pas du tout? Par rapport à son âge, c'est pertinent. D'accord. Parce que même dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il faut réserver à l'enfant des créneaux pour pouvoir s'épanouir à travers le jeu, à travers les détentes de tout genre. Et l'école est un lieu où on va prendre le savoir, les connaissances, et on se concentre. Vous restez au même endroit, tel que c'est indiqué, vous respectez un certain nombre d'attitudes, de comportements. Mais quand on vient à la maison, ça doit être relax. On fait ce qu'on veut. Et tout ça là concourt au développement de l'intelligence. Mais lorsque je dois parler comme enseignant et au regard des types d'enfants que nous avons aujourd'hui, et même quand on regarde les grandes vedettes de football aujourd'hui, c'est pas que sur le terrain qu'on joue au foot. À la maison, ils ménagent souvent les grandes vedettes là, les champions ménagent souvent de l'espace où, après avoir mangé, après s'être reposé, ils travaillent leurs gestes techniques. Des salles d'entraînement. Oui, les salles d'entraînement, ouais. Même à l'intérieur de leur propre salon, ils se réveillent la nuit, ils se rappellent, ils se souviennent de tels gestes techniques, ils essaient de répéter ça pour pouvoir mieux briller. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toute activité, il faut des renforcements. Même dans l'éducation, il faut des renforcements, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant fréquemment qu'on devient un bon et excellent forgeron. Je pense que si je m'inscris dans cette dynamique d'enseignant-là, il a raison d'une part, mais le contexte m'amène à dire qu'il exagère un peu. Il exagère un peu, d'accord. Alors, Justine Oviera, est-ce qu'il exagère? Vous le pensez aussi? D'abord, moi, suivant la vidéo, je souriais parce que voilà un enfant révolutionnaire. Pour son âge, c'est quand même inquiétant, hein, je me dis, avec un tel coup de gueule, à la fin il dit plus de devoirs. Mais dans le fond, ça paraît comique et avec tout ce que cela porte comme humour, mais il y a une pertinence. Il y a une pertinence que moi je vais mettre sous l'angle de la suroccupation des enfants. D'accord. La suroccupation des enfants. Donc vous pensez qu'il n'exagère pas? A priori, non. Je dis bien a priori. Je vais aussi relativiser comme Jean Fandé l'a fait. A priori, non. Cependant, c'est un enfant qui vit dans une réalité et transmet, communique sur son ressenti. C'est déjà comment est-ce qu'il faut appréhender. Il communique sur son ressenti.
Et donc, vous ne pouvez pas d'abord empêcher ou bien porter des jugements sur la libre expression de quelqu'un qui vit une réalité. Il est sujet. C'est un élève qui parle. Il est sujet. Cependant, il faut l'amener et par déduction tous les autres enfants qui épousent peut-être son idée que les devoirs, la maison est un prolongement de l'école. Et réciproquement, l'école est un prolongement de la maison. Parce que l'école, avant tout, c'est un lieu d'éducation. La maison, également, est le lieu par excellence, le premier d'ailleurs où on transmet l'éducation. Les responsabilités sont diverses. À la maison, ce sont les parents, à l'école, ce sont les enseignants. Donc, l'école peut continuer vers la maison, comme la maison peut continuer, et c'est justement dans le sens qu'on donne des devoirs à l'enfant pour qu'il puisse être occupé sainement à la maison. Très bien. On va revenir dans le fond du sujet tout à l'heure. Marcel Bretoro, voilà un enfant, on va dire, qui se rebelle contre le système, qui lui impose des devoirs. Et donc, il en appelle à la mobilisation de ses pairs pour dire non, on ne veut plus de devoirs à la maison parce que la maison, c'est fait pour se détendre, c'est fait pour jouer. Votre réaction? Rachida, moi, je dis Dieu merci parce que quand j'ai vu la vidéo, je suis allée voir d'abord de quel type d'enfant on parle. Heureusement qu'il n'est pas du continent africain, encore mieux, un béninois, parce que si c'était le cas, là, on a un sérieux problème. Si en plus de tout ce qu'on a déjà au niveau, ce qu'on peut appeler dérive au niveau des enfants, ce qu'on peut appeler manque de conscience personnelle au niveau des enfants, on doit ajouter ces cas, puisque aujourd'hui, vous savez déjà qu'il ne faut pas taper les enfants à l'école, il ne faut pas ci, il ne faut pas ci. Si on doit ajouter le fait de ne pas donner des exercices, finalement, supprimons l'éducation. Parce que cet enfant, oui, lui, se place dans un contexte, peut-être parce qu'il a, il y a assez de lois qui les protègent là, il y a assez d'avenir qui est déjà préparé, il y a tellement de choses que lui peut le dire. Mais ici, quand je prends le cas du Bénin... Le contexte... Quand je prends le cas du Bénin, vous voyez, par exemple, où déjà, je laisse l'enfant, parce que l'enfant d'aujourd'hui devient l'adulte de demain. Déjà, dans les entreprises, dans les administrations, on vous demande des expériences accumulées, on vous demande de tel nombre d'années d'expérience. Si on ne doit pas vous faire travailler l'expérience, vous allez servir à quoi? C'est ça ce qu'on retrouve dans les entreprises aujourd'hui. Vous avez excusez-moi, des cadres paresseux. Ils viennent, ils veulent pas travailler parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude dès l'enfance de pouvoir faire cette répétition-là du travail. Donc, dire qu'il faut pas... Les devoirs, ce n'est pas pour tuer l'enfant, mais c'est beaucoup plus pour amener l'enfant à assimiler très vite ce qu'il a eu comme notion en classe. Et vous comprenez avec moi que même à la maison, faites le constat. L'enfant, quand vous le laissez, vous ne l'occupez pas, surtout en période d'année scolaire, vous n'aurez pas un résultat parce qu'il va tout de suite, puisqu'il est encore enfant, d'accord, son subconscient ne lui permet pas de discerner toute, je vais dire, la difficulté à pouvoir cerner qu'il doit faire telle chose à tel temps. Et donc, pour lui, tout le temps, c'est qu'il doit s'amuser, oubliant que c'est l'éducation qui l'amène à devenir le cadre dont il rêve pour un lendemain meilleur. Donc, on dit qu'on ne doit pas donner des exemples. Mais par contre, ne pas exagérer. Voilà, on va y revenir. Patrick Diosso, votre réaction à... Pas exagérer, je dirais que c'est pratiquement la même chose, la même pensée qui me vient en esprit. Mais je me dis, comme Marcel l'a dit, c'est le contexte, c'est le lieu, c'est l'environnement de l'enfant qui parle. Un enfant béninois, un enfant africain qui a vu comment cela se passe au Bénin, ou comment cela se passe en Afrique, peut-être n'aura pas nécessairement les mêmes réactions. C'est vrai que certains enfants, je dirais, nés en ville, au Bénin, en Afrique, ont aussi ces genres d'attitudes, parce que le milieu permet de conditionner les réactions de l'enfant. Avec un milieu, disons, un milieu occidentalisé ou un milieu citadin, l'enfant n'a pas toujours les mêmes réactions que l'enfant d'un milieu rural. Et les Africains, pourquoi je reviens sur le fait béninois ou le fait africain? Et les Africains ont grandi, pour la plupart, les plus vieux ou les moins jeunes, ils ont grandi en ayant comme première activité à la maison
déjà d'autres activités, activités champêtres, de petites activités qui pourraient empiéter sur le travail de l'école. Mais le travail de l'école est envoyé, c'est-à-dire qu'il y a toujours les devoirs de maison. Donc, il y a les devoirs de maison, il y a les autres activités qui s'y joignent. Et c'est dans cet environnement de contraintes l'enfant a l'impression qu'ils ont pu grandir, qu'ils ont pu forger leur mental et qu'ils ont pu avoir une personnalité. Et c'est ça qui fait que nous autres, nous disons toujours qu'il ne faut pas faiblir, il faut toujours maintenir ce genre d'éducation. Mais les temps ont changé, donc il faut chaque fois se réadapter au temps. Et parce que les temps ont changé, on peut comprendre qu'un enfant béninois ou africain peut avoir les mêmes réactions que cet enfant américain dit oui, ça va, maintenant c'est bon. Les devoirs de classe, on les garde en classe, les devoirs de maison pour la maison, mais les devoirs de maison, quels sont les devoirs de maison? Ce n'est pas les devoirs envoyés en classe qui doivent venir à la maison. À la maison, il y a autre chose comme devoir, il y a les jeux. Très bien, Patrick Yosso. Alors, Justino Vieira, est-ce que le système aussi n'impose pas trop de tâches aux enfants? Est-ce que les enseignants aussi n'en font pas trop? Parce qu'il y a Marcel n'est pas d'accord avec moi, il y a des écoles. Et dans certaines écoles, par exemple, on donne tellement d'exercices aux enfants, ils n'ont plus rien à faire. L'enfant n'a plus des moments de distraction. Or, nous le savons, c'est le mélange de tout cela, un peu de distraction, un peu de travail, c'est le mélange de tout cela qui forme l'homme, Justino Vieira. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'un certain brassage social. Et je veux bien être d'accord avec vous, madame, mais je ne vais pas contredire, mais je vais apporter un élément supplémentaire. Dire que c'est parce que cet enfant est dans un autre univers, dans un autre environnement. Chez nous également, comme le disait tout à l'heure M. Jossou, nous constatons le même phénomène. Comment peut-on expliquer que nos enfants, il faut rester derrière eux avant qu'ils ne fassent leurs devoirs? Et parfois, ils ont l'art d'esquiver. Tu as des devoirs? Non, je n'ai pas de devoirs. Il faudrait que tu prennes d'abord son cahier pour te rendre compte qu'il a un cahier. C'est parce que peut-être notre éducation nous amène, ou bien de par notre façon, nos rapports parents-enfants, on a une certaine ascendance, à la limite un peu pleine, qui n'arrive pas à se libérer comme cet enfant qui vient de se libérer. Sinon, peut-être que tout intérieurement, celui qui ne fait pas les devoirs, pourquoi je vais faire les devoirs? Si j'ai déjà travaillé à l'école toute la journée, pourquoi devrais-je encore faire les devoirs? Mais c'est ce cran que cet enfant, et là je suis d'accord avec, d'un autre univers ou bien d'un autre environnement social a eu, que nous, peut-être dans notre espace, dans notre milieu ici, nos enfants n'ont pas, encore que certains l'ont, parce qu'il parlait de brassage social. Mais reconnaissons d'autre part, pour revenir à votre question, lorsque votre enfant est dans une école où de 7h à 18h il est occupé, je parle en connaissance de cause. 7h à 8h on dit lecture ou dictée. 8h à midi, les cours normalement comme cela doit se faire. Il prend une pause de midi à 13h, sieste 13h à 14h, ou bien il s'amuse peut-être, mais à la limite pour les écoles où les enseignants n'ont pas un grand regard sur les enfants. Et à 14h, on dit TD. 14h à 15h. 15h à 17h, il a cours. Et 17h à 18h, on dit les parents qui ont fait des recommandations spéciales d'encadrement, qui ont fait des demandes exprès d'encadrement, on prend l'enfant et on l'encadre de 17h jusqu'à 18h30. Et il rentre peut-être autour de 19h, et dès à 19h30, papa dit va prendre ton cahier à même matin. On révise les leçons de lendemain. D'où je parlais de la suroccupation. D'accord. De l'enfant. Mais ça, ce n'est pas des cas à généraliser. Même si nous devons reconnaître que cela prend de plus en plus d'ampleur, de place dans notre système éducatif. Un arrêté ministériel est venu jusqu'à interdire les séances de TD, ou dirais plutôt de faire payer les enfants. Mais reconnaissons que ça a été un coup de bâton dans de l'eau. Ça n'a pas eu d'effet. Et donc, reconnaissons la suroccupation. D'accord. Tout de même, est-ce que cela doit nous amener à dire plus de cahiers à la maison? Je ne pousse pas cette idée. Ce n'est pas ma position. Mais je dis,
Rendons digeste les choses pour mettre l'enfant dans l'état émotionnel. Puisque c'est d'abord d'un état émotionnel. L'état émotionnel qu'il faut pour prendre le cahier et non juste faire semblant, garder le cahier en main et juste ouvrir comme on entend les bruits de papa venir ou bien la moto de papa. Non, mais accompagner émotionnellement. Alors, Marcel Bretaro, je vous donne cet exemple d'un enfant en classe de 3e, d'accord, à qui on impose des exercices au point que son papa s'est plaint parce que l'enfant finalement est tout le temps épuisé parce qu'à tout moment il y a des exercices à faire. Je vous parle d'une réalité, c'est réel, je connais cette personne qui se plaint, il dit ma fille est tout le temps fatiguée, on leur donne des exercices, franchement il y en a beaucoup, je ne sais pas comment faire. Est-ce que au regard, quand je prends cet exemple-là seulement, est-ce qu'on ne peut pas dire que les enfants sont vraiment suroccupés parfois? Écoutez, Rachida, je vais répondre à la question, mais avant ça, je reviens sur un point que j'ai énuméré tout à l'heure, qui est quand même très capital. Je parle de la responsabilité de chacun, pas seulement des enfants, mais des parents. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un système au niveau de l'éducation, nous avons un système, un programme de cours. Nous avons la rentrée scolaire, nous avons les congés, nous avons les vacances. Donc, l'État même a déjà pris le soin d'aérer, d'accord, le processus ou bien le programme d'éducation pour permettre à l'enfant de se retrouver dans les conditions pour quand même se libérer un temps soit peu. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux, d'accord? Vous ne pouvez pas attendre des résultats à la fin de l'année et ne pouvez pas pouvoir aider cet enfant au niveau de l'encadrement à atteindre ses objectifs. Ceci étant, quand je prends le cas dont vous venez de parler, l'enfant a des exercices, est-ce qu'en réalité cet enfant-là, il répond comme les enfants doivent le faire normalement? Parce que vous devez voir dans la salle, c'est que c'est peut-être un enfant qui est en retard par rapport aux autres enfants qui ont le même niveau que lui, ou bien qui vont à l'examen que lui. C'est-à-dire, pour comprendre oui, peut-être qu'il a des lacunes qu'il traîne, d'accord, et peut-être le maître ou bien son encadreur a pensé que pour l'amener à suivre le rythme des autres, il faut lui donner plus d'exercices. À force de s'habituer à ces exercices-là, il aura peut-être le même niveau, bien il va peut-être à se rapprocher des autres enfants. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant en question doit travailler de 6h à minuit. C'est pourquoi je parle de la responsabilité des parents. Puisque parfois, nous, en tant que parents, nous n'avons même pas comment appelle-t-on, le programme scolaire de nos enfants. Ça veut dire quoi? Quand nous on finit de faire notre tour en ville, le boulot et tout ça, dès qu'on revient à la maison, sans savoir si l'enfant entend, a eu peut-être déjà 18 heures de cours à filer, a eu déjà ci, a eu déjà ça, on vient doser encore avec peut-être des exercices que nous-mêmes on apporte pour que l'enfant puisse répondre à ce qu'on veut. Mais c'est de pouvoir suivre le programme, et ce soit au niveau de l'éducation prévue par l'État, ou que ce soit au niveau de ce que vous avez prévu pour accompagner l'enfant. Vous devez faire de telle sorte que tout soit équilibré. Je suppose, pour cet enfant en classe de 3e, si je suis son parent, je prends son cahier, je prends son emploi du temps, d'accord. Oui. Si du lundi, par exemple, le lundi, il a cours de 7h à 19h, je peux lui laisser de 19h à 20h30, histoire de se déshabiller, de prendre une douche, de manger, de tout ça. Mais à 20h30, il doit retourner peut-être pour réviser, pas maintenant pour aller au tableau avec chicotte et non, mais peut-être pour revisiter un peu ce qu'il a fait dans la journée, histoire de voir est-ce qu'il y a des incompréhensions, est-ce qu'il y a des... Je sais pas, là, je le suis. Mais dis que cet enfant, dès qu'il revient, par exemple, dès qu'il finit son cours à 19h, parce qu'il a déjà travaillé de 7h à 19h, ok, non, c'est bon, la journée, c'est... Non, je suis désolée. Tu dois encore peut-être revisiter. Ça va te permettre d'assimiler mieux ce que tu as fait dans la matinée. Et maintenant, quand je reviens au niveau de l'éducation, même au niveau des écoles, vous savez, c'est peut-être aussi la fuite de responsabilité des parents. Puisque quand les enseignants ne donnent pas d'exercices, quand les enfants viennent à la maison, les parents ne les occupent pas. Il y a ça aussi. L'enseignant se dit, bon, quand je ne vais rien donner, oui. Ça dépend de quel type de parents. Si, comme certains parents, si par exemple le parent est analphabète, si par exemple le parent n'y comprend rien, parce qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Oui. Je vous assure que moi, quand je prends le cahier de mon garçon qui est en 4e, je ne vois que du feu, hein.
quand je prends son cours de mathématiques. Donc, ça dépend aussi de quel parent. D'où les TD, puisqu'il a numéré tout à l'heure. Vous voyez, les TD, par exemple, c'est pour renforcer. Parce que vous-même, en tant que parent, vous ne pouvez même pas aider l'enfant à faire ses exercices. Donc, vous allez prévoir un temps de travaux dirigés pour cet enfant. Est-ce que parce qu'on l'a prévu, on est en train de le surcharger? Donc, je ne pense pas. Je pense que tout donc, est selon vous, il n'y a, pas de suroccupation. C'est une question d'organisation. L'enfant est obligé de le faire. Il a les congés pour se relaxer. Pour se reposer. Désolé, il y a les congés. Pas de détente en semaine. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis il faut avoir un programme. Ouais. Dans ce programme, il doit avoir un temps de repos. Si c'est peut-être à midi, il faut qu'il fasse la sieste pour lui permettre de laisser reposer le cerveau un peu. Peut-être à 17h, s'il sort à 17h, il se repose un peu, il prend le goûter. Ça, c'est déjà des petites pages pour aérer l'enfant. Mais dire que il faut le laisser, dès qu'il finit l'école, il faut le laisser, il ne faut pas le surcharger. Il faut le surcharger parce qu'on nous a surchargé, mais on n'a pas... Vous n'en êtes pas mort. Bien au contraire, n'est-ce pas? Oui, Patrick Jossou. Mais je suis heureux qu'elle puisse quand même faire l'ouverture par rapport à la sieste, parce que malgré le fait qu'on ait été surchargé, il y avait quand même les moments de sieste qu'on exigeait. Mais là, c'est compliqué. Je vous donne un autre exemple. Je ne vous coupe pas la parole. Un enfant qui va à l'école à 7 heures, qui rentre... le temps de quitter l'école pour la maison, il rentre peut-être à 12h30, 12h45, et qui se trouve obligé déjà d'être en classe à 14h. Il n'a plus. Bah oui, ça c'est une réalité que moi je vis personnellement. C'est le problème des parents, parce que vous savez, il y a des parents, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ils le font. Il y a une école dans votre environnement, tout proche, même si vous doutez des compétences ou bien des qualités des enseignants, essayez quand même de limiter un peu la distance. Il y a des parents qui sont, je prends un exemple, à Kpaou, mais qui amènent leurs enfants à Kpaou à Cotonou. Qu'est-ce qu'on recherche? Oui, c'est la qualité. Bah écoutez, c'est la qualité. Je pense que je suis désolée, la qualité de l'enseignement, ça encore le droit de choisir là où il veut mettre ses enfants. Ça dépend de chaque... Marcel Guettero, je suis désolée, c'est pas parce que je veux que mon enfant rentre vite à la maison que je l'inscris dans une école qui fout le bordel ou qui... Pas forcément. Mais de pas où à Cotonou, vous n'avez pas une école qui peut... Il y a des écoles... Aujourd'hui, les écoles publiques ont tellement évolué qu'on dirait même que dans l'école publique, on a plus de la qualité de l'enseignement. L'État béninois a fait beaucoup aujourd'hui avec les écoles publiques. On ne peut plus douter de la qualité des enseignements. Et je sais que dans chaque arrondissement, dans chaque quartier de ville, il y a une école publique. Oui, c'est vous qui ne pouvez plus douter de... Mais il y a des parents qui sont restés obtus, carrés, rectangles, tout ce qu'on veut, par rapport à la réputation de certaines écoles. Pour ces parents-là, école publique, c'est la croix, simplement. Il n'y a pas à aller dans les écoles publiques. Il y a des parents qui sont restés encore très ferme là-dessus. Donc vous ne pouvez pas, malgré toute votre bonne volonté, les dissuader de cet avis-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque l'on se retrouve avec des parents qui ont des enfants avec ces petits soucis, il faut pouvoir leur expliquer que le principal, c'est que l'enfant puisse être épanoui à travers le travail fait à l'école et à la maison. Comment faire pour avoir le juste milieu? C'est ça la bonne lutte. Comment faire pour avoir le juste milieu? Mais il y a encore un autre fait. Vous savez que dans certaines écoles ou dans certains établissements, les professeurs ou les maîtres donnent des exercices aux enfants qui ne contrôlent plus au retour. C'est-à-dire qu'on donne l'exercice, c'est comme si on a juste envie que l'enfant soit occupé à la maison. On balance tout ce qu'il y a comme exercice. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de contrôle. L'enfant, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on donne ces exercices. Sur ce point, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le parent doit faire? Comment faire pour remédier, pour rectifier cela? C'est beaucoup de problèmes à la fois. Oui. Comment faire pour que l'enfant qui constate que les exercices ne sont pas rectifiés, ne sont pas corrigés en classe, puisse continuer à les faire à la maison pour maintenir le rythme. Si c'est un rythme qu'on veut qu'il maintienne. Comment faire pour que le parent puisse continuer à suivre, si le parent arrive à suivre les exercices donnés à l'école et qui sont faits à la maison. Il y a des écoles qui sont très organisées aujourd'hui. Hein. Moi, j'en ai la preuve. J'ai un voisin qui a inscrit son enfant dans une école, mais
On vous donne des informations en temps et en heure. Franchement, vous payez la contribution, tout de suite, il y a un message qui vient. L'enfant prend, prend une feuille à l'école, vous êtes informé. L'enfant agit d'une certaine manière à l'école, vous êtes informé. Il y a des écoles, franchement, oui, il y a un suivi. Vraiment, ils ont réussi à créer, comment je vais dire ça, à créer une sorte de, voilà, de symbiose avec les parents. Alors, Jean Fandé, vous êtes l'enseignant sur le plateau. C'est vous qui pouvez nous dire si ce que nous disons sur le plateau, si c'est OK ou pas OK. Alors, vous avez écouté Marcel Guaitoro. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit? Parce que quand elle s'exprimait, quand elle parlait, je vous sentais voilà, un peu... Dubitatif? Non, pas dubitatif. Je vous sentais un peu préoccupé. Oui, préoccupé parce qu'elle est en train d'aborder un point qui n'a pas été bien compris. Il faut être dans le secteur d'éducation pour bien saisir cela. D'accord. Il y a un secret que les parents ne comprennent pas. Les enfants, les écoles où on dit qu'ils réussissent massivement sont les écoles où on les gave. Oui, ça c'est vrai. Permettez-moi le mot, on les gave, on les surcharge. C'est de la surenchère notionnelle. On ne se préoccupe pas de l'éducation, on se préoccupe de l'instruction pour pouvoir avoir le pourcentage le plus élevé de réussite. On les rend mécaniques. Et si bien que ces enfants, lorsqu'ils sont propulsés à l'université, si les parents, puisqu'il n'y a plus de suivi de l'école ni des parents, eh bien, celui qui a eu le bac avec mention bien, mention très bien, peut se retrouver à reprendre la première année. Donc la mention médiocre. Alors, ça, c'est un paramètre qu'il faut relever. Quand elle est en train de souligner le fait que il faut tenir compte de la distance pour ne pas éparpiller l'énergie de l'enfant, ce n'est pas faux. Il y a eu une époque ici où les meilleures écoles, je ne vais pas parler de non, c'était les écoles privées, il y a eu une époque pour ça, où les parents, malgré l'embouteillage Calavi, Cotonou, tronçon Calavi, Cotonou, qui était à Kassato partout pour ramener les enfants dans le périmètre, au milieu de la ville. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a toujours dans notre environnement une école qui fait mieux. Et lorsque vous pensez que l'école ne fait pas mieux, allez cibler les matières dans lesquelles vous voulez former votre enfant et ce sont les répétiteurs à domicile bien choisis qui viennent compléter la formation. Maintenant, en parlant d'enfants surchargés, ce sont les enfants à qui, sinon qu'on habitue à travailler de façon ardue à la maison, qui brillent plus tard dans la vie. Je prends de façon historique un exemple. On dit aujourd'hui que les pays européens sont développés. Mais souvenez-vous, au 19e siècle, au 18e siècle, même au début du 20e siècle, le temps du travail, c'était 16 heures, 18 heures parfois pour les ouvriers. C'est à ce prix qu'ils ont cumulé des biens sur des biens pour atteindre le développement auquel nous avons droit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, en Afrique, on consacre notre temps à courir dans les églises plutôt que de courir pour aller travailler. C'est un autre débat, je ferme la parenthèse. De façon... Ils ne seront pas d'accord avec toi. Oui, mais on n'est pas d'accord avec moi. J'ai fermé la parenthèse. Maintenant, sur le plan actuel, de façon actuelle ou contemporaine, ceux qui vivent en Europe, allez leur demander, si tu ne fais pas 3 métiers à la fois, 2 métiers à la fois, tu ne peux pas t'en sortir. Alors, est-ce qu'on va dire que celui-là, qui est déjà âgé, qui a plus besoin de repos que l'enfant, qu'il faut le laisser travailler de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures, venir se reposer juste et repartir au boulot, sauter encore, chercher les opportunités tout le temps? Non. On ne fait pas du bien aux enfants en pensant tout le temps qu'il faut leur laisser du repos. C'est à cette étape de la vie, justement, qu'il faut leur apprendre que c'est au bout de l'effort acharné. Pourquoi nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui? Ce sont les conséquences de ce que nous sommes en train de dire. Une fille qui rentre de l'école, qui dit à sa maman, moi j'ai un site de maison et je ne peux plus rien faire. Et je dis, laisse-moi et on va préparer. Elle vient se servir. C'est la lavandière qui vient lui laver ses habits. Elle ne fait plus rien. Quand cette lavage se marie, est-ce qu'elle aura la notion de responsabilité du foyer? Elle ne peut pas l'avoir. Et c'est l'école qui prépare le bonheur ou le malheur de la société. Donc, ce n'est pas en demandant à un enfant de travailler beaucoup qu'on est en train de le faire souffrir. Il y a certains qui disent, malheureusement, j'ai trop souffert dans ma vie, mon enfant ne va plus souffrir. Or, ce faisant, ils sont en train davantage d'anéantir la vie de leur enfant. Donc, il n'y a pas de surcharge qui tienne.
Il faut simplement demander aux enseignants, puisque il m'est arrivé, moi personnellement, un enseignant a donné 22 exercices de mathématiques. Et comme il a beaucoup de pression, ma fille est restée là, à travailler jusqu'à 2 heures. 2 heures pratiquement, j'ai dit non, va te coucher. Demain, il va t'accompagner à l'école. J'ai dû l'accompagner, elle a pu faire 15. Et donc le reste, veille voir ça dedans. Et quand elle est entrée, j'ai appelé l'enseignant, j'ai dit, moi je suis dans le secteur. Elle a d'autres matières. Si vous donnez 22 exercices, quel que soit son niveau, associez-nous. Choisissez parmi les 22 peut-être le cas où toutes les notions que vous avez enseignées, on puisse retrouver ces compétences-là et évaluer. Là, ça va nous aider. Mais si l'enfant à un moment donné va amorcer ce qu'on appelle une fuite en avant, je ne peux pas faire ce que je laisse. Si on veut me tuer, on n'a qu'à me tuer. Et quand l'enfant, que ce soit à la maison ou à l'école, commence par raisonner ainsi, c'est foutu. Et puis intellectuellement même, il peut être fatigué. Oui. Donc c'est une responsabilité partagée. Et les parents et les éducateurs, le système en lui-même, les ouvrages au programme, si on dit fait et on ne contrôle pas, ce n'est pas la peine. Et tous les parents ne peuvent pas contrôler. Rachida, je veux revenir sur un aspect très rapidement. Vous savez, quand nous étions enfants, on avait tendance à avoir peur de nos parents. C'est pas on avait tendance, on avait peur de nos parents. Quand un parent te dit va étudier, tu prends ton cahier, tu vas étudier. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire va étudier à ton enfant de 19h. Si tu ne sais pas faire, il ira se coucher 5 heures. Oui. Donc, il y a aussi ce manque de responsabilité au niveau de l'enfant. On ne peut pas dire l'enfant ne peut pas être responsable. Un enfant peut être responsable à son niveau. Donc, mais c'est des enfants, Marcel. Non, nous étions des enfants, mais nous avons la crainte de nos parents. Nous avons la peur. Vous dites à un enfant va étudier, il faut vous rassurer que vraiment... Aujourd'hui, la rue éduque plus que la maison. Et si vous ne faites pas attention, vous allez laisser passer tout. Et c'est que vous serez devant le fait accompli parce que vous n'avez pas su prendre les responsabilités comme il le faut. Il faut tenir les taureaux par les cornes. Il faut l'aider. S'il ne veut pas comprendre, parfois il faut aller au dialogue. D'accord? Il faut expliquer pourquoi il doit faire ces exercices-là parce que c'est pour son avenir. Et il y a de ces parents-là, parce qu'ils sont, excusez-moi, aisés aujourd'hui, ils pensent que bon, tout ce que je fais, j'ai déjà de l'argent, j'ai déjà de l'héritage, demain, mais si un enfant même si tu as l'héritage et qu'il n'a pas la gestion de cet héritage-là, demain, ça va partir. Donc, Justino? Merci beaucoup. Vous savez, il y a un aspect que nous semblons oublier ou peut-être ne pas prendre en compte. La science du cerveau. La science du cerveau. Du cerveau, d'accord. Moi, je suis coach. Et en tout cas, pour ma formation, vous ne pouvez pas être coach sans une formation, je ne suis que de base, en psychologie. Et les neurones sont les canaux d'absorption de tout savoir. Et les neurones s'entretiennent. Les neurones s'entretiennent. Et dans le cas d'espèce, nous parlons des enfants. Le neurone est encore à un état de fragilité. Et lorsque vous n'intégrez pas ce paramètre, vous ne pouvez pas rentrer dans l'univers de l'enfant. Je vous donne un exemple pratique me concernant. Il arrive des fois, je rentre à la maison et je dis à mes enfants, allons faire la marche, et on revient de la marche, je les encadre. Mais je ne veux pas revenir à la maison. Toi, tu fais quoi? Tu es devant la télé, tu as appris, on le tape. Parce qu'on dit, c'est comme ça mes parents m'ont gardé. Moi, j'ai grandi comme ça. Mais tout n'est pas à transmettre. Tout héritage n'est pas à léguer. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Soit, M. Fondé disait tout à l'heure, soit vous voulez avoir un enfant mécanique et vous brandissez à qui veut l'entendre, mon enfant est premier de 6e en terminale et finalement il est un chômeur parce qu'il est en manque de dynamisme, parce qu'il est en manque de créativité, il est en manque d'initiative dans la société, il se sent là, il est juste en griffe comme ça dans la nature. Pas vous l'avez rendu mécanique. Il a grandi sous l'effet d'une certaine dépendance. Et finalement, quand le gendarme n'est plus là, le voleur retrouve sa liberté, il se lance dans sa joie. Donc, il faut intégrer et rentrer dans l'univers de l'enfant et comprendre que il faut travailler sur le libre arbitre de l'enfant. Il faut travailler, donner une certaine autonomie à l'enfant. Lorsque vous voyez un père qui est tout le temps derrière l'enfant et subitement il est affecté pour des raisons professionnelles, vous voyez parfois que l'enfant chute dans son niveau parce que c'est le père qui était le gendarme, peut-être qui était derrière lui. Et certains vont jusqu'à dire, vous voyez des familles où quand on affecte le père dit, je dois prendre cet enfant parce que seul là, il ne peut pas, il risque d'être livré à lui-même, il risque de commencer des bêtises. Donc, il travaille sur l'autonomie, maîtriser la science de la psychologie, comprendre que les neurones ont un certain rythme. Il faut travailler sur ça. Il faut être en accord avec l'école pour savoir le rythme de travail de l'école. Là, je sais que de 8h à 19h, c'est peut-être 1h, 2h de repos que mon enfant a.
il ne viendra pas à la maison et in fine, je vais encore commencer par l'assommer. Je dois comprendre, va t'amuser, peut-être, allons faire la marche, peut-être autre chose, mais quand même l'amener à se détendre, ne serait que pendant 1 heure. Mais cet aspect mécanique où l'enfant rentre, nous refusons ça. Et lorsque nous faisons du coaching scolaire, nous travaillons plus, nous insistons plus sur l'autonomie. L'autonomie, lorsque vous rentrez à 20h du bureau, ce n'est pas à 20h que vous allez demander à votre enfant d'amener son cahier. Vous supposez, si je ne suis pas là, si je travaille bien sur l'autonomie dont je parle, il est censé prendre son cahier. Et quand je viens, c'est spontané, je lui dis, papa, je vais te réciter mes leçons. Papa, maman, viens, je vais te réciter mes leçons. Vous savez que vous allez travailler sur l'autonomie. Mais si vous ne travaillez pas sur l'autonomie, vous travaillez sur l'aspect coercitif, vous êtes juste un enfant qui va vous respecter en votre présence. D'accord. C'est justement la coercition qui fait que certains enfants sans parents réussissent. Et ce qu'il y a à déplorer, c'est l'absence totale de la coercition dans le système éducatif et de la décommunautarisation de l'éducation. On pouvait dire aux voisins, voici mes enfants sont en train de travailler, ou bien de ta maison, écoute-les pour voir s'ils sont... Aujourd'hui, c'est le voisin qui est votre sorcier. Le voisin devient sorcier. Par rapport aux notions de savoir spécifique dont il est en train de recourir, nous sommes en train de parler de tous les enfants et non des enfants des villes, des enfants des gens instruits ou lettrés. Tous les enfants dont tu parles, le problème qui se pose ici, c'est de savoir qu'il est oui ou non permis ou non, si on doit continuer de donner les travaux de maison. Et moi, j'estime que c'est absolument indispensable. Il ne faut pas tenir compte de... C'est la norme. C'est la norme. Mais on doit doser. Oui, il ne faut pas doser. Éviter de trop surcharger. Et tous les parents ne peuvent pas surveiller ça. C'est pourquoi la motivation doit être interne et le maître doit l'enseigner à l'enfant. Les parents qui peuvent aussi l'accompagner. Le maître peut, à travers sa formation, apprendre à motiver l'enfant de l'intérieur et de l'extérieur, mais les parents, ce n'est pas systématique chez eux, ils sont très très occupés. Vous voyez, quand vous êtes dans une fonction, parfois il y a beaucoup de parents qui rentrent avec des travaux à rendre à leur chef et à leur hiérarchie, et ces travaux sont encore plus denses que ce qu'ils ont eu à faire toute la journée. Allez voir les DAF des ministères, ceux qui occupent des postes de responsabilité, ils reviennent avec l'ordinateur sous... Vous demandez même s'ils ont du temps pour eux. Il y en a qui travaillent. Donc, même en ville, tous les parents ne peuvent pas le faire. Donc, c'est en donnant du travail aux enfants. Par exemple, donc, vous voulez dire que c'est dès le bas âge déjà qu'on prépare l'enfant à assumer tout cela un peu plus tard, efficacement. Bien entendu. Oui, Marcel? Je vais ajouter, c'est le moment d'attirer l'attention, c'est pas personnel, sur nos coachs, excusez-moi, ceux qui encadrent, que ce soit dans le niveau éducationnel ou bien sûr d'autres plans, les foyers et autres. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Il faut tenir compte des réalités. Quand vous voulez justifier votre travail, vous n'êtes pas obligé de vous éloigner de la réalité. Parce que quand vous dites à un enfant que oui, tu es un enfant, tu as le droit de te reposer, tout ça là, sachant que la société même ne nous permet pas de nous reposer réellement, mais vous pensez que quand l'enfant va grandir, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir ce paresseux. Entraîner, d'accord, sensibiliser, d'accord, former, mais en tenant compte de nos réalités. C'est ce qui fait aujourd'hui que, bon, oui, je fais une petite parenthèse parce que je vais souvent les couples. Vous voyez, par exemple, il y a un couple qui a un problème, on va chercher un coach matrimonial, il dit oui, bon, le mari ne devait pas faire ci, la femme est dans ses raisons, et voilà, désormais c'est divorce. Mais écoutez, arrêtez, nous sommes en Afrique. Un enfant qui est un enfant qui dépend de moi, où je dois aller travailler pour te là, vous indexez le coach n'est pas inutile. Non, je ne parle pas, c'est très bien pour des enfants où, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des enfants qui ont des problèmes psychologiques qu'on doit accompagner, tout ça. Mais je dis, par exemple, quand on prend des sociopédagogues pour aller encadrer les enfants dans les écoles, ce n'est pas la peine de leur dire vous avez droit au repos. Quand vous commencez par dire ça à l'enfant se met dans une posture. Mais Marcel, l'enfant a des droits. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire comprendre à l'enfant qu'il a ses droits, mais dans la limite de ses droits, il a des devoirs qu'il doit obligatoirement remplir. Permettez à l'enfant de faire son expérience. Ne le limitez pas. Remonter à l'État lui-même, oui, qui oublie parfois que tous ceux qui sont des acteurs de l'éducation sont des gens qui doivent travailler en collusion.
la main dans la main. En cohésion, pas en collusion. Non, en collusion. En collusion. Parce collusion, que, pas en collision. Oui. Ah, ok, d'accord. En collusion, pour savoir que ce sont des enfants, il s'agit des enfants. Mettre sur les réseaux sociaux, tel enseignant a fait ceci, on a dépensé telle chose pour les... Or, si vous dévalorisez, vous dévaluez celui qui doit aider... On infantilise, on les dénature. Mais comment voulez-vous que l'enfant puisse le percevoir comme quelqu'un qui est là, comme un demi-dieu, qui va lui apporter les connaissances, le savoir, pour qu'il puisse se sentir fort, qu'il puisse se sentir roi quand le maître entre. Parfois même quand l'enseignant joue bien son rôle, vous parlez à votre enfant, il dit non, le maître a dit que c'est le maître qui a dit. Là, c'est un bon enseignant. Mais on l'a complètement déshabillé. Il n'a rien, il n'est rien. Donc, il faut commencer par là avant de demander à tous les formateurs de tous les secteurs qui cherchent leur base professionnelle à tenir compte de nos réalités, à tenir compte de nos traditions, à savoir qu'un enfant, il faut lui enseigner qu'il a, autant il a des droits, il a aussi des devoirs. Justino? Et vous savez, n'allons pas dans tous les sens parce qu'on risque de se perdre. À aucun moment, aucun enseignant ne dit à l'enfant, voici la pédagogie suivant laquelle je vais t'enseigner. Oh, si. Non, l'enfant parvient à comprendre. Mais je ne suis pas enseignant et venir avec un enfant. Nous parlons des enfants parce que la vidéo, le sujet qui est dans la vidéo est un enfant. Alors, lorsque je suis en face d'un enfant, la pédagogie suivant laquelle, c'est moi qui suis l'enseignant, c'est moi qui suis le maître. C'est moi qui connais la méthode, la pédagogie, la thérapie appliquée. Donc, quand on parle de repos, je ne viens pas dire à l'enfant, tu as droit à un repos. C'est moi, en déroulant ma pédagogie, en déroulant ma mission d'accompagnement, en déroulant ma mission de coaching, je sais subtilement insérer ces repos. Insérer, encore quand on parle de repos, il ne s'agit pas d'aller se coucher ou bien d'aller se reposer. Je parlais tout à l'heure de la marche, je parlais d'autres choses, je parlais de jeu. Donc, le repos, ce n'est pas dire à l'enfant, va dans ta chambre te coucher, encore ce n'est pas autant mauvais. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on m'a gardé comme ça que je vais garder mon enfant comme ça. À un moment donné, il faut faire l'état des lieux. On m'a gardé comme ça, mais quel a été le résultat? Vous parlez un peu comme Nassi Nesta qui dit tu ne peux éduquer tes enfants comme tes parents t'ont éduqué parce que tes parents t'ont éduqué dans un monde qui n'existe pas. Merci. Bon, ça vient étoffer davantage ce que les grandes réseaux occidentales, les usines, ils ont toujours respecté les traditions. Encore que ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est pas de ça que nous parlons. Je vais insister. Vous prenez des écoles qui sont, je ne dirais pas bien équipées, mais il y a un psychologue, il y a quelqu'un qui se charge de l'accompagnement psychologique. Vous prenez même le directeur. Moi, ma fille est dans une école fondée par un psychologue, un psychopédagogue. Et à des moments précis, il reçoit de façon privée, de façon individuelle, les enfants et leurs parents. Donc, c'est de cet accompagnement que nous parlons. Et c'est ça l'importance du coaching en milieu scolaire. Il ne va pas s'agir de rendre paresseux l'enfant, mais il va s'agir de l'accompagner, comprendre son univers et transmettre. Marcel semblait vouloir dire que certains coachs participe à... Voilà. Bon, je ne vais pas répondre au nom de certains coachs. Oui. Je parle de ce qui est et de ce qui doit être. Sans pour autant dire qu'il faut supprimer tout aspect coercitif. Ce n'est pas l'évangile que nous prônons. Mais nous parlons plus de accompagner l'enfant, comprendre son univers et mettre, endurcir le temps quand il le faut, mais pas endurcir le temps tout le temps pour dire que c'est comme ça mes parents m'ont gardé. Très bien. Alors finalement, on est d'accord, les devoirs de maison sont extrêmement important. Il y a un aspect qu'il faut voir. Vous savez, c'est parce que nous sommes tous des cas, nous avons tous une base intellectuelle que nous parlons. Pour le parent lambda, je prends la bonne dame qui vend un Tantopa, qui à 6 h du matin est partie, elle reste au marché jusqu'à 21 h, 22 h. Vous pensez que cette devoir-là n'aide pas cet enfant-là qui est enfant de cette dame-là? Parce que cette dame a quel temps pour venir surveiller le devoir? C'est ce que je dis, non? Donc, on est d'accord. Non, on n'a pas dit que les... Non, personne n'a dit que les devoirs... Je suis en train de mettre le point, toujours le point sur le fait qu'aucun devoir n'est de trop pour un enfant qui veut vraiment réussir. Quant à l'apprenant de savoir, comme l'a dit monsieur Fondé tout à l'heure, de savoir qu'il ne faut pas donner 60 exercices de la veille au lendemain. Pas l'apprenant, à l'enseignant plutôt. À l'enseignant du moins, de ne pas donner tout le livre de Gado comme exercice à l'enfant pour qu'il le ramène le lendemain matin. C'est pas possible. Donc finalement, vous reconnaissez qu'il y a parfois suroccupation. Je l'ai dit au début de mes propos, j'ai dit qu'il faut voir comment régler ou bien comment donner ce qui est normal, rester dans la normale des choses pour que l'enfant s'habitue également à travailler
travailler parce qu'on nous demande des expériences professionnelles et ça s'acquiert. Alors, les devoirs de maison donc ont des avantages et ils ont des inconvénients, bien entendu. Alors, parlant d'avantages, rapidement, c'est vrai qu'on en a parlé, mais on va y aller de façon plus concrète. Quels sont les avantages? Premier avantage, l'enfant quitte la théorie pour la pratique. C'est ce qu'il n'a pas bien compris pendant l'explication du professeur. Dans l'application, si on prend par exemple les mathématiques, il arrive à comprendre. On lui donne la théorie en dissertation, c'est en s'appliquant à rédiger l'introduction, la conclusion, le plan, qu'il parvient à savoir clairement dans sa tête ce qu'on est en train de demander. Et de là, quand il va faire TD, organisé ou non, eh bien, il devient apte à affronter la vie. Très bien. Donc, l'enfant apprend à travailler en passant de la théorie à la pratique. Deuxième avantage, c'est l'enfant sait qu'il vit dans une société où il peut se référer aux autres ou bien aux documents quand il est bloqué. Parce qu'il y a certains exercices, quand il commence, des enfants nous dérangent aujourd'hui pour dire, je vais faire des recherches sur le net, on a donné tel, donc je veux voir, il faut la connexion pour que je puisse voir ceci. Va voir le dictionnaire, mais va demander à tel tonton, va demander à tel monsieur qui est dans le domaine, dans le quartier, quand on est habitué. Un voisin peut par exemple m'envoyer son enfant si l'enfant est coincé dans une notion de français. Donc ça permet la socialisation au niveau de la psychologie de l'enfant. Il sait que quand on ne connaît pas, il faut se référer aux autres pour renforcer ses capacités. Et donc il y a l'humilité que l'enfant apprend là aussi. Justino, des avantages? Les avantages, je dirais que la maison, les devoirs sont des occasions de tremplin qui permettent à l'enfant de se perfectionner, de mieux s'appliquer. Ce qui n'a pas pu assimiler à l'école, il peut le faire. Mais par ailleurs, il faut souligner que ce qu'on ne connaît pas, on demande. Et ce qu'on n'est pas capable de faire, on associe ceux qui sont en mesure, mais ceux qui ont été formés pour le faire. Pour dire quoi? Lorsque dans l'application de l'exercice de maison, des devoirs, si le parent n'est pas en mesure, les répétiteurs sont là, les enseignants sont là pour accompagner l'enfant. Lorsque l'enfant a un problème psychologique ou bien d'autonomie émotionnelle, les coachs sont là pour l'accompagner. Nul n'est contre les devoirs de maison, mais il faut savoir encadrer, il faut savoir programmer et il faut préparer psychologiquement l'enfant pour qu'il puisse accepter. Tout dans la vie, il faut accepter d'abord avant de pouvoir décortiquer ou avant de pouvoir décrypter. Oui. Autre avantage? Ça permet à l'enfant d'être autonome, comme l'a déjà souligné, ça permet de développer son leadership, sa réaction face à ces exercices, face à des situations. Parce que parfois, les exercices sont des situations de la vie qu'on transcrit du moins dans ces livres-là. Donc, je pense autonomie et développement personnel. D'accord. Voilà. Vous y voyez aussi des inconvénients? Patrick Gassou? Vous savez que c'est non chez moi. C'est non chez vous, d'accord. Patrick Gassou? Oui. Enfin, avantage, oui. Moi, le premier avantage que je trouve, c'est que l'enfant puisse être occupé et qu'il ne puisse pas être oisif. Parce que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Donc, pour moi, quand on occupe l'enfant, il n'a pas le temps de penser à tout ce qu'il y a comme bêtises, à tout ce qu'il y a comme dérive. Et ça, c'est l'avantage. L'inconvénient dans tout cela, c'est le surdosage, on en a déjà parlé, c'est l'overdose de le mot est bien trouvé, l'overdose. L'overdose de travaux de maison qui ne sont pas suivis. Je le répète, quand le professeur ou le maître donne un nombre incalculable de travaux et qu'il ne suit pas, l'enfant petit à petit commence parce que les enfants sont assez subtils. Ils ont le cerveau assez subtil pour savoir que, bon, il a donné, il n'a pas contrôlé. Après, il a donné, il a contrôlé juste 2. Après, il donne 10, il ne contrôle que 2. Et petit à petit, l'enfant prend son aise et se dit, je ne vais pas faire, je prends le risque de ne pas faire, il ne va pas contrôler. Et s'il part hasard, pas extraordinaire, le maître ou le professeur ne contrôle pas, l'enfant s'habitue à ce qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est aussi un inconvénient. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui donnent des exercices qu'ils ne traitent jamais avec les élèves. Donc,
l'enfant va se retrouver à ne pas du tout faire les exercices et donc ce qu'on craignait va se passer. L'enfant il va s'occuper d'autres choses carrément. Mais par contre, il y a un aspect qu'il faut qu'on attire l'attention des enseignants, c'est l'exercice qu'on donne à l'enfant. L'enfant n'a pas encore été, c'est-à-dire le cours n'a pas encore été fait. On donne l'exercice à la première pour aller faire des recherches. Par contre, ça, c'est un peu, à mon avis, un peu dangereux parce que ça mélange complètement l'enfant. Si c'est des notions à rechercher, je ne suis pas contre. Mais un exercice, par exemple, qui traite d'une formule ou bien d'une notion bien spécifique, on doit d'abord permettre à l'enfant d'avoir connaissance de cette notion, on lui donne les signes, on lui dit va chercher, mais l'enfant va rester là toute la soirée. C'est la formation pour la vie parce que quand nous voyageons... C'est vous qui parlez d'autonomie. Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire ces cas-là, il ne faut pas que l'enfant revienne avec un exercice pas complètement bien fait. Non, parfois c'est stratégique parce que quand nous voyageons, nous sortons, nous prévoyons tout sauf tout. La vie est pleine de surprises. La vie est pleine de réalités à découvrir tout le temps. Je pense que c'est stratégique parfois. Seulement il ne faut pas exagérer. C'est stratégique quand le professeur revient expliquer l'exercice. Oui, mais il revient expliquer. Aujourd'hui, les professeurs sont bien formés. Ce que je vous dis, je vous parle en connaissance de cause. Il y a des professeurs qui reviennent juste parce qu'ils ont donné l'exercice. On dit, bon, ok, toi tu as fait. Si un élève arrive à bien traiter l'exercice, ça veut dire que bon, c'est déjà compris. Ça veut dire que tu pouvais aussi le faire. On donne quelques leçons rapidement et puis on passe. Non. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de réalités. L'autre inconvénient par rapport aux travaux de maison, c'est que l'enfant est canalisé comme avec des balises et il n'arrive plus à s'adonner à ses propres passions. Il y a des enfants qui aiment dessiner, il y a des enfants qui aiment jouer au football, il y a des enfants qui aiment les jeux de Scrabble, mais avec beaucoup d'exercices, fréquemment d'exercices de maison, ils n'arrivent pas à donner libre cours à leur passion. On a fait avec des gens qui sont devenus de grands dessinateurs aujourd'hui parce qu'ils avaient le temps de s'y adonner. L'enfant qui a le temps, un bout de temps, Justin l'avait dit, de s'adonner au football, il aime. Si tu fais tes exercices, je te donne 30 minutes de foot, tu peux jouer, soit avec ton frère, avec tes amis au dehors, eh bien, ça les motive. Donc, ça veut dire quoi? Il faut cibler la passion de l'enfant et conditionner pas, c'est pas du chantage, mais ça fait partie des stratégies éducatives pour lui dire, si tu veux bien que je te laisse faire ceci, eh bien, finis tes exercices, tu me montres. Et là c'est pour un parent capable de vérifier, je le dis toujours. Ça me rappelle cette histoire seulement hier, en fait, je rentre à la maison et donc j'avais un petit sachet avec des biscuits pour mon garçon qui étudiait avec sa répétitrice et donc il faisait un peu la sourde oreille. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends un biscuit, je dépose là et je dis à la maîtresse, s'il travaille bien, il prend le biscuit. La maîtresse dit, mais il a fait plus que ce qu'on lui a dit. Non, mais c'est... Oui. Est-ce que je l'ai corrompu? Non. Vous venez de faire du cocher. Mais franchement. Vous venez de susciter sa motivation. Vous ne l'avez pas tapé. La maîtresse me dit, mais il a fait plus que ce que je lui ai demandé. Il faut transmettre la motivation à l'enfant et l'enfant répond. D'accord. Franchement, sujet très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ce gamin, à cet enfant récalcitrant? Il est récalcitrant ou pas, non? On dira pas plus de devoirs à la maison. On dira, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais laisser Marcel qui est... Oui. Ce sont les inconvénients des réseaux sociaux. Et c'est le moment d'attirer l'attention pour que les parents prennent leur responsabilité. Mais ce qui me surprend, comment un parent peut laisser son enfant faire une telle vidéo? Qui prend son téléphone, qui allume un direct, un live et qui dit tout ça et le parent n'a même pas eu l'idée ou bien de supprimer la vidéo et à laisser circuler. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand ça va sur les réseaux sociaux, on a des difficultés à supprimer, mais c'est parce que peut-être il a l'habitude de le faire. Sinon, un enfant... En une seconde, vous faites un post, vous le supprimez automatiquement, mais quelqu'un l'a capturé déjà. Ça c'est la fuite de la responsabilité. En Côte d'Ivoire, au grand chanteur Asalfo, qui a fait un post tout récemment. Un post, en réalité, je pense, pour qui connaît Asalfo, à travers les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans la dérision parfois pour
pour faire rire et tout, mais il a suffi qu'il fasse un petit post faisant référence aux 49 soldats détenus entre-temps au Mali. Mais il a supprimé, mais je vous dis, il a fait le post, en l'espace de 5 secondes, il a supprimé automatiquement. Mais c'est fini. Les activistes ont capturé ce post et depuis des jours, c'est mal barré pour lui. Franchement, merci à vous pour ces apports considérables. Parlant bien sûr du débat du jour, ce fut très enrichissant. Franchement, on ne dira pas non au devoir de maison, oui au devoir de maison, comme dit Marcel Guettereau. Très catégorique, aucun devoir de maison n'est de trop, même si il faut quand même un bon dosage pour pas que l'enfant intellectuellement quand même s'affaiblisse, parce que quand vous travaillez aussi trop, le cerveau, comme l'a dit Justino, c'est un muscle, et quand vous l'usez, franchement, il y a des enfants qu'on amène à l'école. Le mésusé. Oui, il y a des enfants qui se retrouvent à l'hôpital et on leur prescrit des médicaments. Oui. On leur dit intellectuellement, madame, chers parents, essayez quand même de voir, parce que intellectuellement l'enfant est faible. Voilà. Merci à vous, Patrick Diassou. À demain. Marcel Guettereau, à demain. Oui. Justino. Bon. Mon cher Justino, je suis là. À demain. Et Jean Fandé. Miatradogo. Et là-bas. Les sports avec mon cher Bruno Soali à présent.